qu'il apprécierait que j'arrive déguisé en croisé dans un club gay? C'est la question que je lui poserais sincèrement, tu vois. Est-ce qu'il aimerait que je crie Deus Vult dans un bar de gays? Je pense pas qu'il apprécierait. Et ce qui est drôle, c'est de voir que les personnes qui vantent aujourd'hui sur les sièges de la République la diversité pour la France sont les mêmes qui, par leur jacobinisme et leur centralisation à outrance par le biais de la République, ont détruit ces cultures régionales. Bonjour, comme promis, voici un nouveau portrait avec comme invité le vidéaste Thomas Taquin. Foncez voir son contenu, c'est une chaîne pépite du camp national. Bon visionnage. Bonjour Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en dehors de YouTube? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc bon, c'est indiqué dans mon nom de chaîne, je m'appelle Thomas et à côté de YouTube, assez banal, je suis en BTS NDRC, enfin j'étais en BTS pendant 2 ans, beaucoup de lettres pour dire négociation, digitalisation, relations clients, donc plus du côté du commerce. Après là, plus tard, je vais aller sur un bachelor et voilà. Comment sont rythmées tes journées? Quelles activités pratiques-tu? Alors déjà quand on est en études, ça prend pas mal de temps puisqu'on se lève, on y va, on rentre et là il nous reste un petit peu de temps et que j'essaye de rendre sacré puisque dans les transports en commun par exemple, j'ai 30 minutes aller, 30 minutes retour. Je vais essayer d'écouter des conférences, de regarder des reportages, de lire un maximum. Et à côté, j'ai toujours été un sportif. Donc en ce moment, je pratique du jiu-jitsu brésilien. Plus assez récemment, je me suis mis à la musculation. J'ai toujours fait du renforcement musculaire à la maison, histoire de garder une condition physique. De la natation également. Parce que bon, petit, j'ai fait de la natation. Je suis aussi maître nageur à côté des études, à côté de YouTube, tout ça. Et puis, plus YouTube qui prend pas mal de temps. Donc ça fait des journées bien chargées et j'ai pas le temps de m'ennuyer. Comment es-tu devenu politisé? Alors, politisé, c'est devenu, je me rappelle, c'est venu très naturellement. J'ai cette anecdote toujours, je me rappelle quand on aborde la question avec des amis ou quoi. J'étais en 5e, donc je devais, je sais pas, avoir 11-12 ans, tu vois. Et je me rappelle très bien, j'étais avec mon meilleur ami qui est aujourd'hui parachutiste dans l'armée. Et on était en cours d'éducation civique. Autrement dit, tu sais, c'est le terme formel au lieu de dire cours de propagande républicaine. Et on nous baratinait sur tout ce qui est violence policière, violence sociale, mais de manière abusée, tu sais, racisme. Ça commençait déjà à cette époque-là. Et là, on s'est regardé sans avoir de présupposés politiques comme on peut en avoir plus aujourd'hui, tu vois, quand on a la vingtaine ou quoi. Et on s'est regardé et on s'est dit, oh, là on nous baratine. Et donc à partir de là, c'est venu naturellement au fur et à mesure, en regardant l'actualité, en regardant ce que je pouvais voir un petit peu tous les jours, selon les villes où je me rendais. J'ai aussi fait du foot pendant 10 ans, ce qui m'a permis de beaucoup voyager dans la couronne parisienne et d'être à contrario plus reculé en province, donc tu vois, de faire la distinction entre les deux, ce qui s'y passait, etc. Donc tout ça fait que au fur et à mesure, j'ai mes idées politiques qui sont venues. Et bien sûr, je pense qu'on en parlera après, du côté plus spirituel bien sûr, qui est venu confirmer, qui est venu un petit peu affiner ce que je pensais. Et voilà. Qu'est-ce qui te passionne? Alors, je suis principalement passionné par le patrimoine, parce que vraiment quand je suis dans un lieu du patrimoine, aussi petit, tu vois, pas obligé d'être au château de Chambord pour que, je sais pas, j'ai une sorte d'apaisement que je retrouve pas forcément tu vois, dans d'autres endroits. Après, je suis véritablement passionné par l'histoire. Et donc l'histoire, bon, c'est une catégorie mais qui en englobe beaucoup. Politique, philosophie, aussi théologie. Il y a vraiment tout un panel de choses. Et ça, vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui me passionne, ce qui m'anime, en complément bien sûr avec le sport. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est une sorte d'énergie. J'avais envie d'être acteur, tu vois. Je voyais au fur et à mesure des mois, des années, des semaines, même des jours, puisque tout s'accélère, je voyais vraiment l'effondrement du pays qui est vraiment en marche continue depuis des années. Et tu sais, j'ai toujours eu besoin d'être acteur quand je voulais faire quelque chose. Et je pouvais pas, vraiment, je dis je pouvais pas au sens strict du terme. Je pouvais pas me dire ouais, tu te plains et puis tu fais rien. Donc je me suis dit pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi pas proposer ce que j'aime, parler de ce que j'aime, montrer les endroits que j'aime aussi voir, auxquels je m'intéresse. Et ouais, c'est vraiment cette idée de, allez, j'y vais aussi. Et puis, il y a certainement des gens qui vont se retrouver dans ce que je fais.
Et c'est d'ailleurs à l'occasion j'ai croisé quelques abonnés et qui disaient bah ouais, par exemple Jeanne d'Arc, je suis devenu fan grâce à toi. Ça tu vois, c'est un salaire inestimable parce que c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Il y en a d'autres qui sont, tu vois, qui commencent à cheminer vers la foi. Bah c'est pour ça. C'est vraiment pour ce truc-là, pour essayer de toucher du monde et pour vraiment voilà, pour apporter ma pierre à l'édifice, quoi. Pourquoi as-tu arrêté le format des micro-trottoirs et est-ce que tu comptes en refaire? Alors, les micro-trottoirs, c'était les 2 premières vidéos de ma chaîne, parce qu'à vrai dire, je ne savais pas encore quoi faire à ce moment-là. Je sais que je voulais partager, mais pas forcément quoi. Et la première idée qui m'est venue, c'était, tu vois, la propagande me paraissait vraiment insupportable. Donc je suis allé dans la rue, tout simplement, je ne pensais pas que c'est les 2 vidéos qui allaient le mieux fonctionner. Et je le trouvais constructif, dans un premier temps, parce que ça permettait de faire changer d'avis les personnes que j'interviewais, que je questionnais. Et parce que hors caméra, après, ce que les gens ne voient pas forcément, c'est qu'on a discuté pendant, on va dire, 15-20 minutes avec chaque personne, et ils se sont dit, ah ouais, je vais me renseigner. Tu vois, un espèce de choc. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. C'est aussi pour les personnes qui regardaient les micro-trottoirs. Et pareil, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient, bah, alors bien sûr, il y avait un public déjà averti, déjà politisé dans notre sens, qui était bah, ok, qui appréciait le fait que quelqu'un le montre. Et il y a aussi tout un tas de personnes qui s'est rendu compte du fait que ce qu'ils pensaient n'était basé sur rien ou du mensonge. Et donc je trouvais ça très, très bénéfique. Puis après je me suis dit, j'ai envie un peu d'ouvrir l'horizon des choses, et je pensais que ça allait être trop répétitif. On allait se confronter toujours aux mêmes rengaines, aux mêmes arguments. Et tu vois, je voulais faire quelque chose qui incarne plus, vraiment. Il a été temps de dénoncer, c'est une bonne chose. Je pense qu'il est temps d'incarner, d'incarner des histoires, d'incarner du patrimoine. Et tu vois, c'est ce truc-là qui m'a fait changer. Donc la réponse est non, je ne ferai plus de micro-trottoir parce que bah, je pense que ça a été fait, ça a eu son temps, ça a eu son utilité, mais je pense qu'il faut aller vers d'autres horizons. Il faut proposer autre chose. Parlons à présent de ta spiritualité. Apparemment, tu n'as pas été baptisé à la naissance. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours spirituel? Alors, je fais partie de ces familles et c'est très moderne, hein. Tous les jeunes avec qui je parle, généralement, c'est assez le même cas. Lors de la naissance, les parents se disent bah, je ne le mets pas d'office dans une religion, il va choisir par lui-même. C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue chez les nouveaux baptisés, etc. Vraiment les parents qui laissent le choix. Et donc, c'est venu pareil, très naturellement. Il y a une anecdote très marquante dans mon cheminement dont je peux parler. Donc, de base, j'étais dans le public, dans l'école publique. Et bon, c'était une catastrophe. C'était catastrophique. Du coup, j'ai été mis dans un collège privé catholique qui n'avait de catholique que le nom, puisqu'il n'y avait même pas de crucifix dans les salles. Tu vois, c'était vraiment histoire de se donner une image. Et on avait des cours de culture religieuse, à ne pas confondre avec éducation religieuse. On apprenait simplement les bases des 3 monothéismes, à savoir christianisme, judaïsme et islam. Il n'y avait pas de prosélytisme, rien, c'était vraiment factuel, sans idée, sans arrière-pensée. Et à un moment donné, quand c'était le tour du christianisme, la prof nous a proposé un reportage sur le linceul de Turin. Et à cet âge-là, j'avais quoi? J'avais 11-12 ans, donc la classe pareil. Et je le comprends, tu vois, 11-12 ans, ils n'en avaient rien à battre. Ou ça rigolait, ou ça se moquait de cette superstition absolument irrationnelle, bien sûr. Ou alors ça s'en fichait, etc. Et moi, je me souviens de ce sentiment qui m'a traversé. Je me suis dit, ouais, mais tu vois, ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, tu vois. Je ne connaissais pas encore les martyrs des premiers siècles, ou tout au long de l'histoire. Mais je me suis dit, au moins je respecte, tu vois. Au moins, il y a ce respect à avoir, cette humilité, et ne pas tout de suite dire « ah, c'est débile ». Et donc, au fur et à mesure, on n'en a jamais parlé à la maison, j'en ai pas le souvenir, vraiment, on n'a jamais vraiment abordé le sujet. Et au fur et à mesure, question par question, qui venait très naturellement, bah, je me suis orienté donc vers la foi catholique, à travers des rencontres, à travers aussi des vidéos. Je pense notamment à le linceul de Turin, tu vois, ça m'a émerveillé. Et c'est un beau sujet quand on parle de science et de religion, on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, je me suis fait baptiser cette année.
Et voilà, j'espère avoir tout dit parce que c'est un sujet qui est important, intéressant et qui pour moi est central quand on parle de la France typiquement. Voilà. Pourquoi crois-tu en Dieu? Alors je crois en Dieu pour plusieurs raisons. Premièrement, je crois en Dieu parce que c'est rationnel d'y croire, mais pas que, parce qu'il s'est révélé à nous à travers le Christ, et on a par exemple des preuves scientifiques de ça. On a le linceul de Turin, tout un tas, les miracles eucharistiques, c'est magnifique. Et donc, à travers tout ce cheminement, après j'ai une foi, je ne peux pas expliquer la foi. C'est un cheminement, ce que j'adore c'est de parler avec différentes personnes, de différents horizons, éducations, avec des cheminements différents, des questions différentes, mais qui arrivent à la même foi au final. Et ça je trouve ça magnifique. Donc un côté rationnel, moi je suis passé par l'apologétique pour la foi, puisqu'on est dans un monde, tu sais, qui se dit très rationnel, très contre la superstition, tout ça. Et après vraiment la foi, si je devais expliquer vraiment mon cheminement, c'est en une phrase. Je suis tombé sur une phrase de Pascal qui m'a vraiment bouleversé, qui dit « La foi ne s'oppose pas à la raison, la foi lui est juste supérieure ». Tu vois, on voit les choses de manière opposée tout le temps, foi, raison. Mais non, il faut voir ça plus du côté vertical, j'ai envie de dire, de complémentarité, raison, foi. Les deux viennent se compléter. Voilà comment c'est venu. Est-ce rationnel de croire en lui? Est-ce que la science s'oppose à l'existence de Dieu? Non, pas du tout. Et c'est très important parce que je pense que beaucoup de monde, il y a énormément de personnes bloquées par rapport à cette question. Et l'Église catholique d'ailleurs a toujours affirmé qu'on pouvait prouver l'existence de Dieu par la raison qui est l'intellect, qui est un don qui nous est donné par Dieu. L'humain était doté d'une raison pour pouvoir arriver à certaines conclusions, bien sûr, mais également à la conclusion que Dieu existe. Par rapport à ça, il y a un livre très récent qui est sorti, Monsieur Bonassi en est l'auteur avec d'autres, je regrette, je ne connais plus le nom, Dieu, la science, l'épreuve, où justement, avec tout un consensus scientifique, avec tout ce qui fait dogme dans le monde de la science, vient remettre la question de Dieu sur la table et vient dire, bah regardez, la science ne rejette pas Dieu pendant une époque. À partir du moment où on a eu les moyens techniques et quand on a eu vraiment la science en main, on s'est dit c'est bon, on n'a plus besoin de Dieu, c'est bon, on peut tout faire. Et il vient remettre cette question sur la table, typiquement avec le Big Bang. Généralement, c'est un argument qui est utilisé par les athées qui ne connaissent pas trop leur sujet, mais vraiment qui arrivent sur Internet. Ah, Big Bang, eh ben allez hop, Dieu n'existe pas. Et ben c'est très intéressant de voir que le Big Bang, scientifiquement, présuppose un début. Puisque le Big Bang, c'est l'expansion de l'univers. Il y a un début, il y a aussi une fin. Donc, il y a besoin d'avoir un élément déclencheur, une énergie principale, tu vois, qui met en mouvement le mécanisme. Donc, la réponse est... Les deux sont totalement rationnels. Et comme je viens de dire, au lieu qu'il y ait opposition, il y a complémentarité. La science, c'est l'instrument qui permet d'analyser, de créer des choses à partir, justement, de la création. Et la science ne vient pas du tout dans les faits, hein, je parle. Hein. Idéologiquement, oui. Ça a été utilisé. Ça est toujours utilisé. Mais dans les faits, ça ne vient pas du tout contredire. Au contraire, ça vient prouver. As-tu un conseil pour ceux qui se posent des questions sur la foi? Oui. Alors, pour ceux qui essayent de... La question est délicate parce que chacun a des cheminements différents, une éducation différente, des présupposés différents. Et je pense que quelque chose de très important, c'est d'intégrer le fait qu'il faut un peu de patience. Dans le monde qu'on connaît, on veut quelque chose, on l'obtient très rapidement. On a une question, on l'a sur Internet, à la librairie, enfin bref, on a tout un panel d'endroits pour avoir directement ce qu'on souhaite. Et la foi, j'ai envie de dire, c'est pas Carrefour Market, c'est pas non plus la Fnac. Ça demande de méditer pendant quelques mois même, il y en a, ça prend des années, il y en a qui deviennent croyants, qui ont la foi le jour de leur mort, juste avant le dernier soupir. Et je pense que c'est vraiment ce côté-là de méditer le sujet, de demander la foi. Il y a des vérités qui ont été révélées par Dieu, et ces vérités, si elles ont été révélées, c'est pas pour qu'on les ignore, c'est pas pour qu'on les jette comme ça, ou qu'on ait la foi sans les consulter, mais au contraire, les vérités révélées, il faut les méditer,
il faut peser le pour et le contre, ça fait partie du jeu humain, tu vois, surtout dans notre monde qui se dit très rationnel. Dire ouais, pourquoi ça, faire la balance, et au final, adhérer de tout son cœur. Comme j'ai dit, la raison, si vous êtes que rationnel que palpable, alors ça va être compliqué d'avoir la foi. Je ne veux pas faire une généralité, mais moi c'est mon cas, j'ai pas eu la foi comme ça. J'ai eu la foi vraiment en donnant mon cœur. C'est bon, la tête était prête, la tête a consulté tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut donner son cœur. Et j'espère que si vous suivez quelques-uns de mes conseils que je tire de ma petite expérience, j'espère que ça vous fera avancer au fur et à mesure dans votre cheminement. Je l'espère. J'ai pu entendre que tu étais très admiratif de Jeanne d'Arc. Est-ce que tu peux m'en parler? Jeanne d'Arc, c'est un monument et le mot héros prend tout son sens avec elle. Parce qu'historiquement, elle a vraiment été l'élément déclencheur de la libération de la France, tu vois. Tout était perdu. Je veux dire, Orléans tombé, ça y est, c'était terminé. Il y avait des grandes personnes qui commençaient à baisser les bras, qui disaient c'est terminé. Et puis, en plus, je suis allé à Domrémy où elle est née, tu sais. Et vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a rien à Domrémy, il n'y a rien du tout. On est arrivé à 4, on a pris 4 sandwichs, la boulangerie était dévalisée. Et quand vous êtes à l'endroit même où cette petite paysanne était, et que vous dites tout est parti de là, ça prend une dimension encore supérieure. Parce qu'il y a même le bout de jardin qui est encadré, où il y a marqué Jeanne entendit ses premières voix ici et tout. Ça fait vraiment un truc où la petitesse de l'endroit rend la chose encore plus grandiose. Et je dirais qu'en tant que Français, Jeanne, elle m'inspire énormément, et en tant que chrétien, elle me fortifie. Parce que ça déplaît à beaucoup, malheureusement. Mais Jeanne, dans son étendard, sur son étendard, il n'y avait pas la République, ou la liberté, ou l'égalité, tu sais, des grandes phrases qu'on dit à tire-larigot aujourd'hui. Non, il y avait Jésus et Marie, Jésus-Maria. Et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait au nom de Jésus, donc forcément, en tant que chrétien, ça ne peut que me fortifier d'avoir des grandes figures comme ça. Et en tant que Français, forcément, elle a animé déjà au personnage qui la suivait tous les jours. Elle relançait, tu sais, cette énergie de patriotisme qu'on a tendance peut-être à perdre des fois parce qu'on est déçu. Beaucoup de monde a été déçu pendant les élections, plus récemment les législatives. Mais vraiment cette petite fille de Domrémy qui arrive à relancer des grands gaillards dans le combat, à leur redonner foi en Dieu et en la cause, moi je trouve ça magnifique. Et je pense que quand on a une Jeanne d'Arc dans son histoire, il est impossible, je dis bien il est même criminel de laisser tout ça sur le côté. C'est criminel de faire ça. Y a-t-il un influenceur qui t'inspire? Qui m'inspire. Alors au niveau des idées, j'ai tendance à dire que je me suis fait plutôt moi-même, avec mes propres questions, avec mes propres recherches. Maintenant, moi, ce qui m'influence, tu vois, chez les influenceurs, c'est cette petite initiative de dire on va mettre quelque chose en avant pour le pays, pour le camp national. Et ça, donc, je pense que ce soit bien sûr à Baptiste Marché, Papacito, je pense que je ne vais pas tous les dire, on les connaît. Qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie moins, qu'on aime ou moins leur personnalité, je pense qu'il faut un peu de tout, tu vois. Il y en a qui ont tendance à dire lui il est trop dans l'humour, on dirait un clown. Lui il est trop dans ce cliché-là. Mais je pense qu'il faut tout, tu vois. On ne peut pas avoir un modèle de français et faire des vidéos que sur ce modèle. Donc moi c'est vraiment ce côté-là où dire on fait de notre contenu qu'on dédie au camp national. Ça m'a même poussé, tu vois. C'est une partie de ce qui m'a poussé aussi à faire des vidéos. C'est une addition de choses où je me dis, il y a eux qui ont déjà mis l'énergie, il y a eux qui ont déjà pris l'initiative, fais-le aussi. Et tu l'as fait à visage découvert en plus, dès le début. Oui, pour moi c'était évident parce que vu que j'essaye d'être moi-même, tu vois, je dis pas que ceux qui montent pas leur tête, il y en a qui font du travail très efficace sans montrer leur tête, mais moi j'étais vraiment, je me suis jamais posé la question en fait, tu vois, j'y suis allé, je dis et puis s'il y a des gens qui m'aiment pas, ok. Qu'est-ce que je te dise? Et s'il y a des gens qui souhaitent se séparer personnellement de moi, tu sais, dans la vie plus amicale, au niveau des proches, etc. Écoute, si tu veux, c'est malheureux. Ça a été le cas avec des personnes de gauche, bien sûr. C'est elles qui se sont séparées, tu vois. Donc. Tu les aurais tolérées dans ton entourage? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que
quand on apprécie une personne, j'irais même dire quand on l'aime, on a envie qu'elle aille sur la bonne voie. Si vous jetez toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, bah, vous n'aimez pas ces personnes, vous ne les aimez pas. Pareil, quand un chrétien parle avec un athée, ou avec un musulman, ou avec un juif, ou avec n'importe quelle confession, païen, ce que vous voulez. Ben, si les chrétiens rejetaient toutes les personnes, attention, je ne dis pas qu'il faut être bisounours, hein. Je dis en termes de conversion, hein. Bien. Et bah, puisque je respecte sa dignité, vu que je l'apprécie, bah, j'ai envie qu'elle vienne dans le camp de la vérité. Donc bien sûr, la réponse est bien sûr que je les aurais gardés dans mon entourage. Je ne dis pas que ça aurait été sans difficulté, hein. Je ne dis pas que ça aurait été tout beau tout rose, que j'aurais même apprécié. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Quand on porte des idées, il faut essayer coûte que coûte de ramener les gens dans ton bastion. En l'occurrence, notre bastion, c'est le bastion du réel. Donc on a tout intérêt à faire venir les gens. C'est pas facile, hein, mais c'est un défi. La France nous lance pas mal de défis, hein. Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre qui t'a influencé dans ton parcours? Ouais, je pense que ça m'a redonné espoir. Quand on fait des vidéos, tu sais, on a le retour sur les chiffres, on voit les statistiques, les commentaires, mais qui sont généralement des photos de profil, tu sais, des avatars, ou bien des pseudos. Et donc on voit que nos vidéos font tel nombre de vues, mais on n'a pas forcément de retour, ça donne pas forcément espoir. Oui, pendant un temps, moyennement après, ça fait plaisir, hein. Mais j'ai croisé quelques abonnés, vraiment, qui m'ont dit « Ta vidéo sur Jeanne, elle m'a changé. » Parce que je me suis intéressé au personnage, je me suis intéressé à la personne, et ça m'a fait évoluer au niveau de la foi, et aussi au niveau de l'importance qu'ils mettaient dans ce défi qu'est le relèvement français, tu vois. Ils se sont dit bah, « Je vais m'engager plus, tu vois. Jeanne, elle a fait ça, je m'engage plus. » Et donc, ces rencontres, ouais, qui m'ont dit ton travail n'est pas vain, le travail des autres aussi, personnes qui mettent le camp national à l'honneur n'est pas vain. Il y a encore des personnes à faire changer d'avis ou à pimenter, tu vois. Donc voilà. Combien de temps passes-tu par vidéo? Par vidéo, alors après ça dépend un petit peu du format, hein, mais je vais vraiment faire en général, de la trouvaille de l'idée, de la recherche, du tournage, du montage et de la publication. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on est facilement sur du 30 heures de travail pour une vidéo. J'ai oublié la miniature aussi. Ça prend quand même pas mal de temps. Et en fait, si vous comptez bien, ça rajoute presque une semaine de travail sur votre semaine ou de cours ou de boulot. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais lue, bien que je ne suis pas fan de l'auteur, mais ce passage-là m'avait vraiment marqué. C'est dans Les pauvres gens de Dostoïevski, où, bon, je passe toute l'histoire, mais le personnage dit à la petite fille « Souffrir pour vous est une joie. » Souffrir pour vous est une joie, pardon. Et donc, tu vois, consacrer du temps, même moins dormir à certaines nuits, bosser plus, franchement, c'est du plaisir, c'est de la joie. Si tu devais choisir un seul livre, quel ouvrage choisirais-tu? Alors, je vais modifier un peu ta question, je vais t'en donner deux. Pour tout le monde, hommes et femmes confondus, moi, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, parce que ça t'extirpe un petit peu de ce monde où chaque sujet prend une ampleur phénoménale, l'hystérie, voilà, tu vois, chaque sujet est hystérique, chaque discussion est hystérique, même chaque raisonnement des fois, et ça te sort un petit peu de ça pour prendre un peu de hauteur. Et pour les femmes spécialement, je leur dirais de lire La femme au temps des cathédrales. Je connais plus l'auteur, je suis désolé. Je l'afficherai. Mais ouais, et il y a pas mal de femmes qui sont en retrait du camp national parce qu'elles se disent bah les femmes ont de tout temps été oppressées, donc les femmes n'ont rien construit, donc bah, les femmes n'ont rien à défendre. C'est faux. C'est un mensonge, c'est un tissu de mensonges et je vous conseille d'aller voir ce livre qui vous permettra de vous rendre compte que si, les femmes ont construit des choses, les femmes ont fait des choses et ça mérite d'être protégé, ça mérite d'être conservé et ça mérite aussi que vous vous engagiez à votre niveau personnel pour poursuivre le travail de vos ancêtres. Et voilà, c'est les deux livres que je conseillerais en tout cas. Après il y en a d'autres, hein.
Mais là, comme ça, vraiment, instinctivement, c'est les deux moi qui m'ont paru très importants. Est-ce que tu te vois comme un militant? Militant, moi je suis un militant de l'enracinement, ça oui, je pense que le point de bascule il est là. Au lieu de parler tout le temps de gauche-droite, bien qu'il y ait des énormes différences et ça se retrouve dans l'enracinement et le déracinement, mais je pense que l'enracinement dans la terre des pères, de manière locale, tu vois, je pense que le point de bascule il est là. Il y a d'un côté ceux qui veulent rester enracinés et qui veulent que des traditions se développent et restent, c'est-à-dire en fait, la tradition, c'est juste la traduction, au fur et à mesure du temps, des mentalités, des mœurs. Et il y a ceux qui s'en foutent de ça et qui vivent à Washington, dans la capitale du Japon. Bah, pour eux, c'est pareil, quoi. Moi, je dis, le point de bascule est là, donc s'il fallait que je me définisse comme un militant, alors bien sûr, patriote, ça va de soi, tout ce qui va avec, le camp national, mais je pense que le point de bascule, c'est l'enracinement et c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que j'essaye de filmer le patrimoine, de partager des histoires qui ne sont pas grand public. Des fois, j'essaye aussi de mettre en lumière des petites histoires plus tu sais, qu'on retrouve quand on est de la région ou quoi. Je trouve que c'est très, très important. Ouais. Si tu devais te coller une étiquette, à quelle famille politique appartiens-tu? Comment te qualifies-tu politiquement? Alors, politiquement au sens pur, je me considérerais comme royaliste. Parce que je pense qu'il y a un principe de cause à effet et qu'on ne peut pas s'en tirer. Quand on met des causes, on a des effets. Et quand on déteste les effets, on va à la cause. Et moi je pense que c'est largement raisonnable de le penser, que la République, et par ses fondements idéologiques, sont coupables de ce qui nous arrive aujourd'hui, de l'insécurité, de l'immigration de masse bien sûr, de l'islamisation, parce que ça va de pair. Et dans le royalisme, si tu veux, alors tu sais, il y a des querelles royalistes, légitimistes, je rentre pas dans ça, parce que je pense que ça va au-delà de ça, et que le roi incarne quelque chose que je retrouve pas en Macron, que je retrouve pas en Sarkozy ou en Hollande, tu vois, je retrouve pas ça. Et en tant que chrétien aussi, parce que la question politique en tant que chrétien se pose, je suis l'enseignement du pape Léon XIII qui disait, en vrai, peu importe le régime, on n'est pas là pour dire monarchie, république ou quoi, ce qui compte c'est le fondement, c'est la cause de ce régime, de cette politique. Et bien sûr en tant que chrétien, je ne conçois pas qu'un régime soit fondé sur le génocide vendéen par exemple, et sur une haine absolument horrible. Génocide qui n'est pas reconnu en plus. Mais non, il ne sera jamais reconnu. Du moins pas tout de suite, parce que si la République reconnaît qu'il y a un génocide vendéen, bah, elle se rend coupable. Alors que pour elle, elle n'est pas coupable. Quand on remonte dans les textes du comité de salut public de l'époque, c'est une sous-race la Vendée. Les Vendéens sont considérés comme une sous-race à exterminer. On les appelle les brigands, on va jusqu'à tuer les bébés dans le ventre de leur mère, jusqu'à jeter les enfants dans un puits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient catholiques et parce qu'ils s'opposaient au principe des Lumières, pas dans un premier temps, hein, c'est plus compliqué, mais au final, il y avait une barrière entre la Vendée enracinée catholique et la République des Lumières, cosmopolite à souhait. D'ailleurs, Robespierre dit qu'il faut sauver le genre humain. Il n'a pas dit qu'il fallait sauver les Français, Robespierre. Il dit qu'il faut sauver le genre humain. Ben, je pense que moi, en tant que chrétien, je ne peux pas tolérer ça. Et que, bien sûr, il y a 14-18 qui nous a fait perdre énormément de Français, 39-45 par la suite. Mais le génocide vendéen, ça commence vraiment où il y a une population qui n'est pas possible pour le plan républicain. Qu'est-ce qu'on fait? On l'extermine. C'est aussi simple que ça. Et j'ai fait une vidéo sur ça parce que c'était une vérité qui me semblait très importante à rappeler. Et typiquement, au cours d'éducation civique, on faisait l'éloge de la République, mais on ne parlait pas du génocide vendéen. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je me dirais plus royaliste. Ouais. Qu'est-ce qu'un bon Français? Bah, bon Français, tu sais, on se questionne beaucoup sur cette question. Chaque fois que quelqu'un passe un entretien, on lui pose, tu me la poses aujourd'hui à raison. Tu sais, on n'a pas de mal à dire qu'est-ce qu'un bon employé, qu'est-ce qu'un bon élève. Ben, je ne vois pas pourquoi il y a tant de difficultés à dire un bon Français. Un bon Français, c'est quelqu'un qui veut la prospérité du pays. Point.
Si on devait vraiment mettre dans les textes un bon français et qui met les moyens également en œuvre pour y arriver. Un français qui met des bâtons dans les roues du pays dans lequel il vit pour qu'il flanche, est-ce que c'est un bon français? Si toi tu as une entreprise et qu'il y a un salarié qui te sabote ta comptabilité, qui te sabote l'ambiance, etc., qu'est-ce que tu vas dire? C'est un mauvais salarié. Tu réfléchis à l'expulser de ton entreprise. Ou du moins tu lui dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut... pourquoi tu fais ça? Je pense qu'un français c'est pareil et que il y a en plus la dimension, quand on est un pays comme le nôtre, une dimension historique qui est propre aux Français. Quand on est français, qu'on a une histoire comme la nôtre, quand on passe de Jeanne d'Arc à Napoléon, de Clovis à François Ier, de Saint-Louis, j'en ai pas parlé, mais de Saint-Louis à tant d'autres personnages, on a un devoir de préservation de cette histoire, de cette fierté historique, mais ne pas tomber non plus dans j'ai envie de dire, dans l'idolâtrie de l'histoire. L'histoire, on peut largement, en tant que bon français, la questionner, lui poser des questions, lui dire pourquoi on a fait ça à ce moment donné. Là, il y a un moment sale dans notre histoire. Mais il y a deux solutions. Est-ce qu'on efface tout avec les bonnes choses? Ou alors, est-ce qu'on devient fier, on s'inspire des grandes choses et on dit, bah, putain, ouais, là, ça a merdé. Pour quel contexte? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelles sont les causes? Et ce qui nous permet aussi d'avancer. Donc, un bon Français, pour moi, c'est quelqu'un qui veut la prospérité de son pays, même si tu vois, il est dans l'erreur et qu'il le fait sincèrement. Après, c'est une question d'orientation, de dialogue à ce sujet-là. Donc, premier point, prospérité, et ensuite, préservation. Sécuriser ce qui nous est parvenu, parce que tant de générations ont eu du mal. J'ai fait une vidéo dans l'église, à côté de l'église de Bondaroy, qui est une église qui date d'il y a plus de 1000 ans. Bah, quand on connaît l'histoire de cette petite église au milieu de la campagne, où des générations ont préservé pendant la guerre, pendant les raids vikings, ces petits bouts de pierre entassés les uns sur les autres, nous on a le devoir, alors qu'on a tout pour bien protéger la chose. Hein. C'est terrible parce qu'on n'a pas de guerre, on n'a pas de grande famine pour l'instant, on manque pas d'eau, on manque pas de pain. Mais pourtant, on a du mal à protéger notre patrimoine, on a du mal à protéger cette fierté historique. Et je pense qu'un bon Français, il doit aller dans cette direction, celle que je viens de dire. Que penses-tu des cultures régionales? Les cultures régionales, c'est la base même de la France. Sans culture régionale, il n'y a pas de France. Et moi, je leur porte un amour inconditionnel parce que, tu vois, quand tu goûtes à des traditions locales, régionales, qu'elles soient culinaires ou festives, tu sens un esprit qui est habité et tu te dis, cette danse-là, il y a 10 générations qui la portent. Que ce soit dans la couture des vêtements, je pense aux vêtements provençaux. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Et ce qui est drôle, c'est de voir que les personnes qui vantent aujourd'hui sur les sièges de la République la diversité pour la France sont les mêmes qui, par leur jacobinisme et leur centralisation à outrance, par le biais de la République, ont détruit ces cultures régionales. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pour moi, les cultures régionales ce sont les perles rares de notre pays. Si on n'en veut pas, on n'a plus rien, quoi. C'est vraiment la pièce maîtresse. Et c'est aussi le fait de se dire, les petites gens sont capables de choses merveilleuses au fil de l'histoire. Que penses-tu de la France d'aujourd'hui? Peut-on toujours être fier d'être français? Alors, est-ce qu'on peut être fier de ce que la France a pu être et de ce que des Français ont incarné? La réponse est, on en a parlé bien évidemment. Est-ce qu'on peut être fier de la France d'aujourd'hui? La réponse est, en général, il faut la vomir. Parce qu'il faut comprendre que dans l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, l'état dans lequel est la France aujourd'hui, c'est que le début. C'est que le début, parce qu'il n'y a aucun principe supérieur qui unit les gens. Et ça se retranscrit dans tous les domaines. Il y a un malaise à l'école, on le sent, il y a un gros malaise. On fait des petites réformes, on traite les effets sans jamais traiter les causes, mais on sent qu'il y a un malaise profond. Au niveau de l'hôpital, c'est la débandade, c'est comique. C'est comique. Au niveau de la sécurité, c'est pareil. Je ne vais pas ressortir tout le tralala, etc. On le connaît. Mais je pense qu'il faut aller puiser la force dans le passé pour pouvoir affronter le présent.
Parce que sinon, c'est très dur. Je pense qu'on peut tomber en dépression, sincèrement, hein, quand on voit l'état du pays. Hein. Il n'y a rien qui te motive à vivre. Il n'y a rien qui te motive à être français aujourd'hui. Si tu regardes la France comme ça, tu la regardes droit dans les yeux, qu'est-ce qui te rend fier? Oui, d'accord, il y a des individualités, bien sûr. Mais en règle générale, il n'y a rien d'inspirant. Pas grand-chose, en tout cas. Plus maintenant. Ouais, c'est ça. Est-ce que la France a dit son dernier mot? Bah, c'est pas dans notre tradition, hein, de dire notre dernier mot. Hein. Même quand la généralité, quand la population générale commence à se dire ça commence à être foutu, ça sent mauvais là. Hein. Il y a une Jeanne d'Arc qui ressort. Il y a une personne, un moment qui redonne espoir, qui redonne envie de vivre par l'indépendance. Et vous savez, je dis toujours, on a du pain, on a de l'eau. La plupart des gens ont un toit sous lequel dormir. Les temps difficiles ne sont pas venus. C'est pas la fin du monde là, hein, qu'il y ait des espèces de trans qui se dandinent sur les Champs-Élysées ou dans n'importe quelle rue de Paris pendant quelques après-midi. C'est pas non plus la fin du monde. Tout ce qu'on vit, tout ce contre quoi on lutte aussi, je pense que c'est que le début, que si les gens abandonnent aujourd'hui, qu'ils se posent la question de ce qu'ils vont devenir après. Hein. Parce que ça va être difficile. Mais gardons la foi, gardons la joie aussi de combattre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souffrir pour la France est une joie. Tant bien, alors c'est plus difficile corporellement, je pense aux poilus, hein, c'est dur. Mais mentalement, tu vois, les poilus, ils se sont fait déchiqueter. Je pense qu'on peut faire l'effort de garder foi tant qu'on a à manger et à boire. Je pense que c'est le strict minimum et qu'au-delà de ça, on tombe dans la lâcheté et dans la trahison pour le coup. On aime donner des leçons d'histoire sur la trahison, regardez un tel, ça a été une fiotte dans l'histoire. Regardez ce qu'on est aujourd'hui, personnellement, se regarder un peu dans la glace et dire est-ce que j'ai encore la foi en moi, la foi dans le pays? Est-ce que j'ai encore la joie de le défendre? Donc non, la France n'a pas donné son dernier mot. Malheureusement pour nos ennemis, c'est dommage pour eux, et heureusement pour nous en tout cas. Que penses-tu de la justice française? Il y a un malaise qui est profond et qu'on sent chez énormément de Français, chez énormément de personnes. Tu leur poses la question, est-ce que la justice, ce principe de justice est respecté? La majorité va te répondre non. Et je pense que ça trouve ses sources dans une erreur qui règne, une erreur idéologique qui règne un peu dans les tribunaux et dans toute cette sphère de justice et aussi médiatique. Parce que je trouve que la justice est très complaisante et les médias, enfin je parle de tout ce qui est médias de gauche, journalistes, etc., sont pareil très complaisants. Donc il y a un lien qui se fait et l'idée qui ressort des deux bastions, c'est au final que, en exagérant, hein, ou même pas en fait, que chaque personne est jamais responsable de ses actes, que c'est toujours de la faute de la société, de l'enfance, de l'éducation. Enfin bref, pour généraliser, c'est toujours de la faute de l'environnement. C'est l'idée de Rousseau comme quoi l'homme est perverti par la société. Et je pense que l'erreur, elle est là, fondamentalement parlant, tu vois. Non, il y a un principe de responsabilité à remettre au goût du jour. Si tu fais ça, ah oui, tu as une enfance malheureuse, c'est très bien. Tu es responsable. Je prends l'exemple du voleur, du cambrioleur. C'est une question qui m'était posée en plus pendant mon catéchuménat. On distribuait des papiers et la question c'était « Est-ce que vous pardonnez ?» Et là, en l'occurrence, moi, la question sur laquelle je tombe, c'est un cambrioleur vient, cambriole ta maison, ça cache tout, est-ce que tu le pardonnes? Alors avant de poser la question du pardon, je vais poser la question de la justice. Parce que la justice traite, elle ne pardonne pas, la justice au tribunal, on ne pardonne pas. Et dans un premier lieu, il passe mon portail. Tu sais, il y a quelque chose qui dit, là je fais quelque chose de mal. Il y a une conscience. Il le passe, tu vois, il franchit cette première étape. Il arrive face à la porte. Il continue. Il persévère dans ce mal. Encore une fois, il est face aux objets, il se dit putain, mais je peux faire demi-tour, je peux faire demi-tour. Il continue, il ressort, il peut toujours laisser, il continue, il vole. Là, l'homme est responsable à 200% de ce qu'il vient de faire. À 200%. Il y a des cas super extrêmes où on peut peut-être minimiser la responsabilité, mais
dans la majorité des cas, même si en restant humain, on peut très bien comprendre, mais comprendre ne veut pas dire être laxiste, hein. Tu peux très bien comprendre la personne, comprendre qu'elle était dans une situation difficile, même peut-être psychologiquement, mais la responsabilité était là, il faut être intransigeant sur la chose. Tu mérites cette peine, tu la mérites. Or, on a tendance à dire « oui, mais regardez, il ne mérite pas cette peine » parce qu'il y a tout un tas de choses environnementales de son enfance et tout le tralalaire qui vient justement manger sa responsabilité. Au final, il n'est pas responsable. Et je pense qu'il faut remettre sur la table le fait que chaque homme est responsable. Et d'ailleurs, c'est le principe même de la liberté. Par exemple, le christianisme affirme la liberté. Comment? Par le péché. En l'occurrence, Adam et Ève. Adam et Ève ont eu le choix de manger la pomme. Ils ont été libres de le manger. Ils n'ont pas été forcés à ne pas le manger ou forcés à le manger. Ils ont été complètement libres. Le péché, c'est pareil. Tu choisis le bien ou le mal. Tu es responsable. Et en fait, en niant la responsabilité des gens dans leurs actes, on leur ôte la liberté. Pour des gens qui prennent la liberté à tout va, c'est cocasse. Et on vient en fait saccager la dignité humaine. Parce que quand on pense qu'un homme est digne, eh ben, quand il a fait le con, on le condamne. A contrario, quand il fait du bien, on le récompense. Tu vois, c'est ce principe-là, je pense, qui est au cœur même du malaise de la justice française et qui se répercute partout, hein. C'est aussi valable dans l'enseignement, partout en fait où le sentiment de justice, tu sais, ce grand terme de justice avec un grand J, quand on parle du roi Saint-Louis par exemple qui faisait la justice, on ne voit pas le roi Saint-Louis faire des papiers, remplir une tonne de paperasse, non, c'était la justice, il incarnait ce sentiment fort, ce principe. Ben, je pense que si on veut retrouver la voie du bon sens et la voie d'une société saine, ça passe bien sûr par la justice et par le traitement de cette question. Pour moi, c'est essentiel. Que penses-tu des expatriés particulièrement patriotes? Bah, dans certains cas, je pense que chaque cas est différent, mais je les comprends dans certains cas. Quand tu vois ton pays et quand tu sens que ta maison n'est plus la tienne, que, tu sais, ça me fait un peu penser à ça, quand tu vas voir un de tes grands-parents ou arrière-grands-parents, ça dépend, qui a perdu la mémoire, et quand tu vas voir ton père, il n'y a plus ton père, il n'est plus là. Il y a la façade, mais il n'est plus là ton père. Ben, je pense que ce sentiment, tu vois, il te pousse à partir au niveau d'un pays. Encore pire quand le père en question te chie à la gueule toute la journée. Quand tu es français, que tu aimes ton pays, que tu ne reconnais plus l'endroit pour lequel tu vis et qu'on te chie à la gueule, c'est terrible mentalement, mais c'est terrible. Il faut bien se rendre compte que c'est complètement contre-instinctif et qu'on peut en devenir malade de ça. Alors l'expatriation, c'est une solution. Personnellement, moi, je ne l'accepterai pas pour moi-même. Je trouve que ce serait... je me sentirais trop attaché à ce bout de terre qui est le mien, à mon village. Je veux dire, je serais pas forcément mieux dans un autre pays, même s'il est plus nationaliste, patriote, chrétien ou que sais-je. Mais je ne suis pas pour l'expatriation, ça c'est quelque chose de certain. Si on veut mener le combat, quand on défend des idées, il faut qu'il y ait des hommes qui les incarnent. On peut citer des idées, hein, si personne ne les incarne. L'idée à la base se forge sur une réalité. Et bien, si on note cette réalité, si tous les patriotes s'expatrient, alors les idées ne valent plus rien, puisqu'elles ne se forgent sur personne. Donc je pense que la solution au triste état dans lequel se situe notre pays, c'est pas l'expatriation. Bien que je les comprends, tu vois. Je comprends totalement. Même moi, je me suis dit, mais j'ai envie de me barrer, quoi. Je me le suis dit comme ça, sur le coup, de manière sanguine, tu vois. Mais après réflexion, je me dis, c'est pas la bonne solution. Donc pour moi, c'est pas la bonne solution. Et bien sûr, je vous conseille pas de vous expatrier. Restez. C'est mieux pour vous sur le long terme. Et c'est mieux surtout pour le pays. Surtout peut-être que vous êtes un maillon important de la chaîne. Regardez Jeanne d'Arc. Imaginez si Jeanne d'Arc, elle avait immigré en Allemagne. Bah, pas de Jeanne d'Arc. Eh oui. Donc il faut réfléchir à ça. Et c'est pas en s'expatriant qu'on va relever la France. Peut-être qu'on peut revenir la défendre ou quoi. Mais en tout cas, pour la défendre tout de suite maintenant, je pense que... non, c'est niette. Hein. Combien t'a coûté ton idéologie et est-ce que ça en valait la peine? J'ai envie de dire que je me vois pas étouffer la vérité pour garder 2-3 amis. Pour moi, la vérité, c'est quelque chose de sacré. Et
oui, ça m'a coûté de me séparer de certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont elles-mêmes décidé de se séparer de moi. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est une joie de voir que les personnes qui se séparent de moi ne m'ont jamais réalité vraiment aimé ou vraiment n'étaient pas forcément accrochées à moi, parce que pour des idées, elles sont parties. Après, bon, pour l'instant, j'ai une audience qui est assez restreinte, donc je ne suis pas connu du grand public, donc j'ai pas de soucis au niveau de sécurité quand je vais dans Paris, jusque-là ça va. Mais je pense que ça me coûtera, ça m'a déjà coûté, ça me coûtera. Mais comme je te dis, c'est une joie. C'est une joie parce que la cause est grande et que toutes les bassesses qui se situent en dessous de cette cause, bah, je les accepte. Ça fait quelquefois du mal, mais bon, c'est comme ça. Si les gens veulent partir, ils partent. Et si les gens, je sais pas, imaginons, veulent m'attaquer quand je serai plus connu, bah, qu'ils viennent m'attaquer. Tu vois, je fais avec. Au moment où ce portrait est en ligne, un nouveau concept est présent sur ta chaîne. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors j'ai eu l'idée de filmer le patrimoine parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas fait sur YouTube et que c'est quand même une grosse partie, tu vois, de notre passion. Le patrimoine, en fait, c'est l'incarnation des idées, tu vois. Quand on parle de défendre la France, on défend ça. Et donc moi, ça me paraissait dommage que ce soit pas filmé. Donc bah, j'ai décidé, pourquoi pas, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller le filmer, partager les histoires que le lieu incarne, aussi de partager les moments que je passe avec des amis autour de ces beaux endroits, de ces endroits forts en histoire. Et vu que je l'ai dit aussi au début, tu vois, c'est ma passion. Quand je suis dans un lieu de patrimoine, je peux y rester. L'autre coup, je suis allé dans une ville, je compte bien en faire une vidéo. J'aurais pu y rester 48 heures, dormir là, il n'y a aucun problème. Donc je me suis dit, j'ai envie de partager ça. J'essaye de le mettre le mieux en valeur possible avec les moyens que j'ai. Et voilà comment ça m'est venu, quoi. Est-ce qu'il y a un lieu de notre patrimoine qui t'a profondément marqué? Ben, étrangement, ce sont les petites églises. Toutes les petites églises que je visite, généralement, elles font naître un sentiment en moi qui est, alors bien sûr, attention, les grands châteaux, notamment Fontainebleau, j'ai l'habitude de le mettre sur Instagram parce que c'est magnifique, c'est somptueux. C'est pareil, hein, je dis pas que ça me fait rien. Mais les petites églises, j'avoue que à chaque fois que je passe devant une petite église dans un village que je connais même pas, je me dis, ces gens-là, pendant des siècles, ils ont eu besoin de ce principe supérieur qui les tenait. Et ils l'ont protégé, ils l'ont bâti. Je dis pas que toute la population l'a bâti, mais en tout cas, ils leur jetaient pas des cailloux ils jetaient pas des cailloux aux constructeurs. Je pense que si aujourd'hui tu construis une église dans l'arrondissement de Sandrine-Rousseau, je pense qu'on va t'accueillir autrement, tu vois. Donc c'est vraiment ces petites églises, je pense que c'est là ce sont des bijoux, des pierres précieuses. Et on parlait de culture régionale, j'ai même envie de te dire la culture villageoise. Et ça fait partie vraiment de chaque identité de village. Les églises sont différentes selon les guerres qui ont été menées, selon les conditions de fabrication, etc., le contexte dans lequel elles ont été construites. Donc ouais, moi je te dirais les petites églises de France, vraiment ça me touche à chaque fois que j'en vois. Tu es un amoureux de la campagne, pourquoi cet environnement te séduit tant? Parce que la campagne, je pense que la campagne est bonne pour la santé mentale. Par exemple, j'ai l'habitude des fois d'aller une journée à Paris, et en fait, quand vous vous levez à Paris, du moment où vous vous réveillez au moment où vous vous endormez, vous êtes entièrement, je dis bien entièrement, dans un environnement fabriqué par l'homme, entièrement artificiel. Il y a des arbres plantés par l'homme. Et le fait tout ça fait naître un certain orgueil, je trouve, des populations qui habitent en ville et qui vont nier tout ce qui est supérieur et tout. Ils vont se dire, ah mais on est des hommes, nous, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a besoin de rien du tout, on construit tout nous-mêmes. Tu sais, cet orgueil, que c'est Lucifer qui portait cet orgueil, tu vois, j'ai pas besoin de Dieu. Bah là, j'ai besoin de rien, vraiment, je ne saurais pas trop comment le décrire. Et quand vous êtes en campagne, quand vous revenez à la campagne, vous vous incorporez dans un tout, où votre existence est en fait secondaire, hein, clairement. Quand tu vas courir dans les champs, dans la forêt ou quoi, tu te dis, bah ouais, je suis une petite merde.
Donc je pense que c'est bon quand même pour la santé mentale de vivre dans un environnement naturel qui n'est pas créé de toutes pièces par l'homme. Je pense que l'environnement, il faut s'en servir bien sûr, c'est ce qui fait la civilisation. Mais il ne faut pas que de cette création naisse un orgueil. Et surtout, quand on vit en ville dans cet artifice, il peut naître, d'ailleurs toutes les idées de gauche naissent de la ville. Hein. Parce que vu que vous êtes dans un espèce de dôme, tu sais, comme dans les films de science-fiction, bah, effectivement tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire n'importe quoi, bah, comment dire, tes idées ne sortent pas du réel, elles sortent de ton petit dôme. Et quand vous allez à la campagne, vous vous rendez compte qu'il y a un cycle naturel. Par exemple, typiquement les écologistes d'aujourd'hui n'habitent pas la campagne. Pour la plupart, ils sont dans les médias parisiens, ils vivent dans leur petit microcosme, ils font leur petite soirée dans leurs apparts à Paris, et ils ne vivent pas la campagne, ils ne côtoient pas les chasseurs, ils ne côtoient pas les agriculteurs, ils ne les côtoient pas, ils ne les connaissent pas. Et donc s'inscrire dans le cycle naturel te remet à ta place, remet l'humain à sa place, et je pense que c'est sain. J'ai pas d'études sous la main, mais j'ai mon expérience et aussi l'expérience de beaucoup de gens qui reviennent à la campagne et qui disent quel soulagement. D'ailleurs pour ça que pendant le confinement, beaucoup de Parisiens sont revenus à la campagne aussi. Hein, parce qu'ils sentaient que finalement la ville c'est pratique pour le travail, parce qu'il y a du boulot, c'est compliqué à la campagne. Mais pour la santé mentale, c'est pas terrible. On passe aux questions des donateurs. La première est de Even D. Comment vis-tu le blasphème et les actes antichrétiens ? Je trouve ça, bien sûr, ça me touche tristement pour la personne qui fait ça, parce que elle n'est pas sur la voie de la vérité. Et je trouve que c'est simplement la traduction d'une époque, tout simplement, où ce qui est supérieur ne vaut plus rien, et que même si on n'y croit pas, tu vois, même si on n'adhère pas, il y a cette notion quand même de... On peut, limite, j'ai envie de dire, ne pas respecter le truc, tu vois, mais aller saccager, par exemple, il y en a qui volent dans les églises, Benjamin Ledigue, qui vient twerker avec des crucifix et tout. Tu peux largement critiquer la religion sans faire ça. Que lui dirais-tu si tu l'avais en face de toi ? Je lui demanderais s'il apprécierait que j'arrive déguisé en croisé dans un club gay. C'est la question que je lui poserais sincèrement, tu vois. Est-ce qu'il aimerait que je crie Deus Vult dans un bar de gays? Je pense pas qu'il apprécierait. Parce qu'apparemment, cette personne et toutes les personnes qui le suivent dans son militantisme sont animées par exemple par cette pride qu'ils appellent, cette fierté sexuelle. Vu que c'est leur principe supérieur, j'aimerais bien savoir si ils apprécieraient que je vienne saccager leur soirée. Tu vois. Non, plus sérieusement, après lui avoir demandé ça quand même, j'essaierai de le remettre sur le droit chemin, tu vois, et de lui dire, regarde, c'est pas aussi bête de croire en ça. Là, ce que tu as fait, ça insulte des bâtisseurs d'églises, de cathédrales, ça insulte des millions de personnes qui ont cru, ça insulte les personnes qui s'occupent du lieu dans lequel il est venu faire son show, parce qu'il y a toute une paroisse qui s'occupe de l'église. On ne voit pas ce côté bénévole, mais il y a de nombreux paroissiens qui mettent du cœur à l'ouvrage jusqu'à mettre de côté leur vie sociale quelquefois pour justement faire mettre de la vie dans ces bâtiments. Et tu vois, je mettrais 20 personnes face à lui, je leur dirais vas-y refais ce que tu as fait. Parce que là il était seul, il avait internet, certes, mais moi je te parle du réel, de la réalité. Je mets des maçons, je mets des paroissiens, je mets le prêtre aussi. Je mets tout le monde, je lui dis vas-y refais ce que tu as fait. De toute manière, si tu n'as pas honte, si tu es fier de ce que tu as fait, tu vas le refaire, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils l'ont vu aussi la vidéo. Et là je me demande si par courage et par honnêteté il le ferait. Mais tu vois, il y a ce décalage entre internet et le réel, où il n'aurait pas fait ça, je pense qu'il n'aurait pas fait. Question de Brennus. À l'heure d'un décolonialisme et d'un terrorisme de la repentance en pleine expansion, à l'image de notre nouveau ministre de l'Éducation Pape Ndiaye, vois-tu un avenir florissant pour les écoles privées hors contrat? J'espère, et j'espère qu'elles saisiront l'opportunité, tu vois. Franchement, je ne suis pas devin, les écoles hors contrat, je ne sais pas si elles vont fleurir, je l'espère. Ça dépend, si tu me parles d'écoles hors contrat coraniques, là, tu vois, j'ai pas trop envie que ça se développe. Par contre, les écoles qui essayent de rester fidèles à ce qu'a été l'école française auparavant, là j'espère qu'elles vont fleurir. Et c'est aussi l'opportunité des parents qui hésitaient, tu vois, les maîtres, de passer le cap
de le faire et en fait de créer alors ça fait un peu séparatiste, mais de créer une éducation parallèle. Quoique, c'est pas eux qui se séparent, eux restent fidèles à une certaine idée de ce qu'est l'éducation, tandis que l'éducation nationale colonialiste, elle s'est séparée de l'éducation que les Français connaissaient. Donc gardez, tu vois, ce truc du c'est pas eux qui se séparent, c'est vraiment l'éducation qui, depuis des années, à coup de réforme, à coup d'idéologie, se sépare de ce qu'est l'éducation saine pour les enfants, pour que ce soit des bons citoyens, pour que ce soit des bons Français, et pour qu'ils aient, tu vois, une certaine morale acceptable, et que, tu veux, comment, en tant que père ou mère de famille, tu peux penser une seule seconde que avoir des associations LGBT à l'école, parce que ça va arriver avec Pape Ndiaye, d'avoir Assa Traoré qui vient de faire la leçon sur ce qu'a fait ton ancêtre qui cassait de la pierre ou coupait du foin toute la journée. Tu vois, est-ce que tu peux être sain mentalement quand tu grandis dans cette éducation-là? Je ne pense pas. Donc j'espère en tout cas que les bonnes écoles hors contrat fleuriront, j'espère. Après, je ne me suis pas trop intéressé à la question, franchement. Voilà. Question de Cacahuète Masquée. Est-ce que l'abandon massif des grandes villes par les droitards ne signifie pas aussi l'abandon des centres politiques d'importance et ainsi subir un handicap massif en termes de diffusion d'idées auprès du plus grand nombre? Bah, après, il faut supposer que par exemple sur 20 personnes qui viennent à la campagne, je pense que les 20 faisaient pas Sciences Po, tu vois. Parmi ces 20-là, il y en a, je sais pas, déjà 19 qui ne sont pas destinés à des postes politiques ou à des postes dans la haute finance ou dans les hautes administrations françaises. Donc je pense qu'au contraire, le fait que la personne qui siège à l'Assemblée ou qui essaye de grimper dans l'échelon politique, quand il proclame ses idées, bah, il est toute une foule de personnes qui incarnent ce que cette personne dit et vante. Que si tout le monde reste à Paris et qu'il y en a un qui dit « ouais, l'enracinement, la campagne », qu'on va dans les campagnes qu'il n'y a personne, bah ok, dossier suivant, l'affaire est close, bah va là-bas, va t'asseoir, ouais, on t'écoute, mais bon, va t'asseoir. Je pense qu'il faut vraiment des personnes qui incarnent ces idées, et le jour où on aura perdu ces personnes, là, pour le coup, ce sera foutu, ou du moins ce sera très dur de revenir. Il faut qu'il y ait encore, tu vois, des fondations solides pour ensuite pouvoir les défendre dans les sièges. Mais inverser la tendance, faire 20 personnes dans le siège et une personne qui incarne l'idée, je préfère l'équilibre inverse, tu vois. Donc pour répondre à ta question, je pense que c'est pas un sujet qui est blanc ou noir, que les 20 personnes ne font pas Sciences Po, donc il y a possibilité de faire les deux et de jouer le coup stratégiquement entre, tu vois, ce juste milieu du on s'en va à la campagne mais on délaisse totalement les pouvoirs politiques. Je pense qu'il y a un entre-deux à faire. Question de Modin Malin, je cite. Pourquoi il sort si peu de vidéos, le gars? Non, écoute, c'est vrai que ces derniers temps, vu que YouTube ça prend pas mal de temps, j'avais les examens de BTS, donc c'est vrai que surtout que j'essaye quand une vidéo sort, que ce soit la qualité que je préfère, pas publier pour publier. Et donc là, vu que du temps se libère et des idées me sont venues à la tête, bah, je vais essayer normalement, au moment où on se parle, il y a déjà plusieurs vidéos qui sont sorties. Je vais essayer bien sûr d'essayer d'en sortir le maximum, puisque du temps se libère. Mais ne t'inquiète pas, Modin, tu vas être servi, il n'y a aucun problème. Des vidéos, il va y en avoir à l'appel. L'année qui arrive s'annonce riche pour le patrimoine, pour l'histoire, donc ça arrive, ne t'inquiète pas. Merci Thomas, c'est la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos spectateurs? Alors, ce que je vous dirais, c'est qu'à partir du moment où vous sentez que vous commencez à perdre espoir, pas de problème, j'ai la solution pour remédier à ça. Vous ouvrez n'importe quel livre sur Jeanne d'Arc, pourvu qu'il soit historiquement fiable. Normalement, ça devrait repartir dans le quart d'heure. C'est tout pour moi.